Il a mis knock-out 46 hommes, dominé une division pendant près d'une décennie. Et pourtant, son nom est à peine mentionné. Bob Foster est mort à 73 ans, mais je parie que vous ne le saviez même pas. Pas plus que vous ne saviez ce qu'a été sa vie après la boxe. Parce que quand on parle des légendes de la boxe, Ali, Frazier, Foreman, il est presque toujours oublié. Mais pourquoi? Il n'était pas seulement dominant. Il possédait la division des poids mi-lourds, enchaînant 14 défenses brutales de son titre et mettant à terre presque tous les hommes qui osaient le défier. Rien qu'avec les chiffres, il devrait être dans le Panthéon. Mais l'héritage de Foster est compliqué. Peut-être était-ce la catégorie de poids. Peut-être était-ce la politique. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond. Parce que Bob Foster ne se battait pas seulement sur le ring. Il luttait contre le racisme, l'obscurité et un système qu'il a utilisé puis oublié. Un combat en Afrique du Sud sous l'apartheid l'a placé au centre d'une tempête mondiale. Mais ce n'était pas le début de sa bataille. Parce qu'avant d'affronter les foules et la controverse, Bob Foster a dû conquérir un combat très différent. Celui qu'on appelle la vie. Son histoire ne commence pas sous les feux éclatants de Madison Square Garden. Elle commence dans l'ombre d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où il a été élevé par une mère célibataire après que son père a quitté le foyer. Il n'y avait pas de plan, pas de cuillère en argent. La communauté autour de lui, en particulier le groupe soudé, connu sous le nom des River Rats, a contribué à forger son sens de l'appartenance et de la responsabilité. Le South Valley d'Albuquerque n'était pas un endroit facile pour un jeune garçon noir, mais c'était un lieu qui a appris à Foster la loyauté, la résilience et comment avancer quoi qu'il arrive. La structure est venue d'une source inattendue, le père de son ami d'enfance, Lorenzo Brown. Cet homme est devenu le modèle que Foster n'avait jamais eu. Une main ferme, un véritable exemple. Sans lui, Foster aurait pu suivre le même chemin que tant d'autres autour de lui. Nulle part. Même son identité n'était pas assurée. Pendant des années, il a cru être né à Lubbock, au Texas, jusqu'à ce qu'une demande de passeport en 1963 révèle la vérité. Son véritable lieu de naissance était Borger, au Texas, une ville de la ruée pétrolière à la réputation rude. Un autre rappel que rien dans la vie de Foster n'était simple, pas même son histoire d'origine. Mais le véritable feu a été forgé à Albuquerque. Pas de salle de sport sophistiquée, pas de managers à la chasse au talent, juste un gamin qui a appris tôt que personne ne viendrait le sauver. Alors que d'autres sombraient dans les ennuis, Foster a trouvé la discipline. Il n'était pas intéressé par les solutions de facilité. Il voulait se démarquer. La boxe n'a pas été un coup de foudre immédiat. Au début, c'était juste un moyen d'évacuer la pression, de rester loin des problèmes. Mais une fois qu'il est monté sur le ring, quelque chose s'est déclenché. Le sport lui a donné le contrôle, un sens du but, et un lieu où tout dépendait de sa propre préparation et de sa volonté. La première fois qu'il a enfilé des gants, il ne savait peut-être pas où cela le mènerait, mais il a compris qu'il était maître de son destin à l'intérieur de ses cordes. C'est là qu'il a su que ce n'était pas juste un passe-temps, c'était une issue. Mais Foster n'a pas été façonné dans des gymnases clinquants ou sous l'aile d'un entraîneur légendaire. Sa véritable éducation est venue de deux endroits, les Golden Gloves et l'US Air Force. Et c'est l'armée qui l'a véritablement endurci. Le circuit de boxe interservice n'était pas pour le spectacle. C'était une zone de guerre de combattants affamés. Chacun cherchait la gloire et le respect. Foster y a prospéré. La structure, la discipline, le travail acharné sans fioriture. C'était exactement ce dont il avait besoin. Là où d'autres combattants se reposaient sur leur talent brut, Foster affûtait le sien. Il a appris à utiliser son allonge comme une arme, à perfectionner son timing et à imposer sa volonté, non seulement par la puissance, mais par la précision. Il n'est pas juste devenu un boxeur, il est devenu une arme. Lorsqu'il est passé professionnel en mars 1961,
Foster avait 23 ans et était prêt à montrer ce qu'il pouvait faire. Ses débuts, une victoire par knockout en 2 rounds contre Duke Williams à Washington, D.C., n'était ni pas seulement une victoire, c'était une déclaration. Il avait la puissance, il avait la détermination, et il portait sur ses épaules une rancune née de toutes ces années à se battre pour trouver sa place dans le monde. Mais les débuts n'étaient pas glamour. Il ne faisait pas la une des grandes affiches, ni ne touchait des cachets de plusieurs millions. Il se battait dans des petites salles et des gymnases parfois miteux, où les vestiaires sentaient le désespoir et où la seule chose garantie était la douleur. Ce sont ces combats dont personne ne parle. Ceux qui vous façonnent, et ils l'ont façonné. L'ascension de Foster n'a pas été fulgurante, mais elle était implacable. Pas après pas brutale, il s'est frayé un chemin à travers les rangs des poids mi-lourds, avec la fureur tranquille d'un homme qui avait quelque chose à prouver, non seulement au monde, mais à lui-même. Les cicatrices et les leçons d'Albuquerque et de Burger, les conseils de mentors de substitution et le travail acharné de ses débuts de carrière, tout cela s'est combiné pour créer un combattant qui était plus que simplement dur. Il n'était pas tape à l'œil. Il n'était pas bruyant, mais Foster arrivait. Et quand il est arrivé, la division n'a plus jamais été la même. Ce qui le distinguait n'était pas seulement ses dons physiques, c'était sa façon de persévérer, d'apprendre et de continuer à avancer quand d'autres auraient abandonné. Avant de devenir champion, avant que le monde connaisse son nom, il posait déjà les bases d'une domination dans la division des poids mi-lourds que peu égaleraient jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour dominer une division entière pendant des années? Pour Bob Foster, la réponse a été forgée bien avant qu'il ne mette une ceinture de champion. Et une fois qu'il s'est installé dans la division des poids mi-lourds, tout s'est mis en place. Il avait déjà appris quelques leçons difficiles en poursuivant des hommes plus grands dans les rangs des poids lourds. Les défaites contre Duke Jones et Ernie Terrell ont montré que l'écart de taille était bien réel. Alors, en 1967, il a pris une décision qui définirait sa carrière. Descendre de catégorie, se concentrer et tout détruire sur son passage. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 7 victoires consécutives, 6 par knockout, toutes en une seule année. C'était le début de quelque chose que personne dans la division ne pouvait ignorer, car Foster avait enfin trouvé sa zone, et maintenant, tout le monde devait y survivre. Le 24 mars 1968, Foster était prêt pour la grande scène. Madison Square Garden, sous les feux éclatants, il affrontait Dick Tiger, un homme qui n'était pas seulement champion, mais un double champion du monde des poids moyens, connu pour son courage et son talent. Il est entré avec un calme presque glacial. Foster restait monté sur le ring avec du sang-froid et un regard qui disait une seule chose. Ça se termine ce soir. Et au 4e round, c'est ce qui s'est passé. Un direct du droit, rapide comme l'éclair, d'une précision dévastatrice. Il n'a pas seulement fait tomber Tiger, il l'a éteint complètement. Juste comme ça, la ceinture a changé de main et un nouveau roi a été couronné. Ce knockout n'a pas seulement valu à Foster le titre mondial des poids mi-lourds. Il a envoyé des ondes de choc à travers la boxe. Tiger n'était pas une cible facile, et la victoire de Foster était le genre de surprise qui faisait dresser l'oreille. Ce qui s'est passé ensuite est ce qui distingue Foster de presque tous ceux qui ont enfilé des gants à 175 livres. Pendant les 6 années suivantes, il n'a pas seulement défendu son titre, il l'a possédé. 14 défenses de titres réussies, 13 challengers différents, et la plupart n'ont pas tenu longtemps. 14, c'est un chiffre qui se démarque même parmi les plus grands du sport. Et ce n'était pas seulement la quantité, c'était la manière dont il l'a fait. Foster a terminé 46 de ses 56 victoires en carrière par knockout, y compris dans beaucoup de ses combats de titre. Son direct du droit est devenu légendaire. Les entraîneurs construisaient des stratégies entières pour l'éviter. Les combattants regardaient des heures de bandes vidéo pour essayer de résoudre l'énigme.
presque aucun n'y parvenait. Il était l'un des champions les plus puissants de la boxe. Et tout le monde dans la division le savait. Les histoires de ces années disent tout sur l'emprise de Foster sur la division. Les adversaires arrivaient confiants et repartaient battus, parfois avant même que le combat ne commence vraiment. Cette allonge, ce timing, cette impression qu'il pouvait mettre fin à un combat d'un seul coup. Il y avait un respect dans la façon dont on parlait de lui. Mais ne vous y trompez pas, ils avaient peur de lui. Car affronter Bob Foster, ce n'était pas seulement risquer une défaite. C'était risquer un knock-out qui pouvait vous hanter pour le reste de votre carrière. Il n'était pas invincible, mais il était implacable. Prenez le combat de 1969 contre Frank DePaula. Foster a été mis à terre au premier round, mais il n'a pas perdu la tête. Il s'est relevé, s'est regroupé, et a knockouté DePaula peu après. Ce genre de résilience faisait autant partie de son héritage que sa puissance. Même s'il dominait la division des poids mi-lourds, Foster ne pouvait ignorer l'appel de défis plus grands. Il regardait les poids lourds et voyait des légendes. Ali, Frazier, des noms qui résonneraient dans l'histoire de la boxe. Il connaissait les risques, mais il s'est lancé quand même. Foster n'était pas seulement désavantagé par la taille. Il était envoyé combattre des légendes en pleine gloire, sans aucune protection. Les promoteurs s'en fichaient. Les chèques, eux, comptaient. Il a affronté Joe Frazier en 1970, concédant du poids, de la longe et presque tous les avantages physiques. Le résultat a été brutal. Foster a été knockouté au deuxième round. 3 ans plus tard, il a affronté Muhammad Ali, tenant jusqu'au 8e round, mais se faisant mettre à terre à plusieurs reprises par un homme qui pesait plus de 40 livres de plus que lui. Ce n'étaient pas des victoires, mais ce n'étaient pas non plus des échecs. Foster a montré qu'il n'avait pas peur d'entrer dans l'antre des géants, même quand les chances étaient contre lui. Pendant ce temps, il continuait de revenir à la division qu'il dominait. Sa suprématie n'était pas seulement une question de chiffres ou de knockouts spectaculaires. C'était la manière dont il continuait à avancer, dont il ne lâchait jamais ce titre une fois qu'il était à lui. Pendant plus de 6 ans, la couronne des poids mi-lourds était à lui, et à lui seul. Pourtant, même en écrasant la division, il refusait de rester immobile. Il voulait plus, même si cela signifiait entrer dans l'antre des géants. Parfois, cependant, les plus grands défis n'étaient pas seulement une question de taille ou de talent. Ils venaient du fait d'entrer dans des endroits où le combat signifiait plus qu'un simple titre. Où le monde à l'extérieur du ring était tout aussi chargé que la bataille à l'intérieur. En 1973, Bob Foster a accepté de défendre son titre des poids mi-lourds contre Pierre Fury à Johannesburg, en Afrique du Sud, un endroit où les règles du ring ne pouvaient masquer la réalité extérieure. Ce n'était pas juste une autre défense de titre. C'était un combat organisé au cœur de l'apartheid, un système qui forçait les gens à vivre des vies divisées par la loi. Foster, un champion du monde afro-américain, entrait dans une situation qui allait bien au-delà de la boxe. À cette époque, l'Afrique du Sud était déjà isolée de la plupart du monde sportif. Les Jeux olympiques, le football et de nombreux autres sports avaient interdit les équipes et les athlètes sud-africains en signe de protestation contre l'apartheid. Mais la boxe était différente. L'Association mondiale de boxe, contrairement à la plupart des grandes organisations sportives, maintenait toujours son affiliation avec le Conseil de contrôle de la boxe sud-africaine en 1974, ce qui signifiait que des combats de titres comme Foster contre Fury pouvaient encore avoir lieu à Johannesburg. Il y avait de l'argent sur la table. 200 000 $, le plus gros cachet de sa carrière, et une chance de marquer l'histoire, qu'il ait voulu ce genre de projecteur ou non. La tension était palpable avant même que le premier coup ne soit porté. Lors de la pesée, Foster a affirmé que Fury l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit « Ce soir, c'est la nuit, garçon ». Pour Foster, ce mot « garçon » n'était pas juste une pique. C'était une insulte lourde,
un mot utilisé pour rabaisser les hommes noirs en Amérique, et un rappel du racisme qu'il avait affronté toute sa vie. Fury a nié avoir utilisé le mot comme une insulte, et son manager, Alan Towil, a mis cela sur le compte d'un malentendu. Peut-être Foster avait-il mal entendu l'accent sud-africain de Fury. Mais pour Foster, la blessure était réelle. Et si quelque chose, cela l'a rendu encore plus déterminé à gagner. La soirée du combat au Rand Stadium a attiré une foule de 40 000 personnes. Les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. Les lignes étaient tracées aussi clairement dans les gradins que dans les rues à l'extérieur. Les officiels ont maintenu l'événement strictement ségrégué, mais l'atmosphère était électrique. Pendant quelques heures, les règles habituelles du pays s'effaçaient en arrière-plan, remplacées par le drame de 2 hommes sur le ring. Foster n'a pas laissé le moment le submerger. Il a boxé avec son contrôle habituel, mesuré, méthodique et toujours dangereux. Fury était rapide et talentueux, mais il ne pouvait égaler la puissance ou l'expérience de Foster. Round après round, Foster restait un pas devant, brisant les défenses de Fury et ne laissant aucun doute sur qui commandait. Après 15 rounds, la main de Foster a été levée en signe de victoire par décision unanime. Il avait défendu son titre, empoché son cachet record et, sans dire un mot, marqué l'histoire en tant que premier homme noir à vaincre un adversaire blanc en boxe professionnelle dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Pour beaucoup de Sud-Africains noirs, ce n'était pas juste une victoire dans le ring. C'était un rare moment public de triomphe dans une société conçue pour leur refuser toute forme de victoire. Mais le silence de Foster en dehors du ring a attiré son propre type d'attention. Il a refusé de parler de l'apartheid ou des réalités politiques du pays, choisissant plutôt de louer Johannesburg et les gens qu'il y a rencontrés. Certains y ont vu une décision intelligente, protégeant lui-même et le cachet qu'il avait gagné. D'autres, comme Mark Mataben, auteur de Kafir Boy, se sont sentis déçus, voyant dans le silence de Foster une occasion manquée de dénoncer un système injuste. Les attentes étaient lourdes et les critiques réelles. Foster, intentionnellement ou non, est devenu partie prenante du débat sur le rôle que les athlètes devraient jouer face à l'injustice. Certains appellent cela de la prudence, d'autres une trahison. Quoi qu'il en soit, son silence est devenu une partie d'une histoire que la boxe ne veut toujours pas aborder. Mais il s'agit de plus que ce qui se passe entre les cordes. Et ce combat en Afrique du Sud l'a prouvé. La victoire signifiait différentes choses pour différentes personnes, mais elle a laissé une marque qui allait au-delà des livres de records. Pour Foster, cependant, la vie continuait. Les projecteurs du ring se sont finalement estompés, et il a dû découvrir ce qui venait ensuite, quand les acclamations se sont tues, et que les gants ont été définitivement rangés. La vie après la boxe était différente pour lui, mais jamais sans but. À 36 ans, il s'est retiré du ring en 1978, en fermant un chapitre dont la plupart des combattants ne peuvent que rêver. Au lieu de dériver ou de courir après les projecteurs, il a mis son énergie dans quelque chose de nouveau, les forces de l'ordre. Il a rejoint le département du shérif du comté de Bernalillo au Nouveau-Mexique, et ce n'était pas une question d'apparence ou de nostalgie. Foster prenait le travail au sérieux, commençant comme adjoint et gravissant les échelons jusqu'à devenir détective. Autour d'Albuquerque, les gens l'appelaient le shérif adjoint ou le shérif combattant. Et la même concentration qui avait fait de lui un champion sur le ring se retrouvait dans son approche du maintien de l'ordre. Pendant près de 25 ans, Foster a travaillé dans les rues, puis dans les enquêtes, servant jusqu'en 1994. Il apportait la même discipline et le même sens de l'ordre aux forces de l'ordre qu'il avait montré en boxe. Ceux qui ont travaillé avec lui voyaient un homme qui ne se reposait pas sur sa réputation sportive. Il gagnait le respect jour après jour. Il était stable, constant, et semblait toujours avoir une présence qui imposait l'attention. Qu'il s'agisse de désamorcer une bagarre ou de calmer une situation tendue, l'insigne n'était pas un accessoire.
C'était une autre manière pour Foster de rester ancré dans une vie construite sur la routine et la responsabilité. Même après avoir quitté le département, il n'était pas prêt à s'éloigner complètement du service public. Il a pris un emploi dans la sécurité au tribunal de district, restant connecté à la communauté et au sens du devoir qui l'avait toujours guidé. Mais sa vie personnelle était un mélange de triomphe et de lutte. Un rappel que, peu importe à quel point quelqu'un semble fort à l'extérieur, la vie peut encore laisser des cicatrices. Il s'est marié 4 fois. Son premier mariage avec Pearl a donné 4 enfants. Et même après la fin de leur relation, Foster était resté proche de sa famille. Son deuxième mariage avec Sue lui a donné un autre fils, Nelson. Mais c'est son troisième mariage avec Patricia Size qui a laissé une marque qu'aucun n'aurait pu prévoir. Ils se sont mariés en 1982, mais seulement 2 ans plus tard, en 1984, Patricia est décédée par suicide. Ce genre de perte frappe fort, peu importe combien de batailles vous avez gagnées. Foster a gardé une grande partie de son chagrin privé, mais ceux qui étaient proches de lui voyaient le poids qu'il portait. C'était un chapitre qui montrait que même les personnes les plus disciplinées et résilientes peuvent être ébranlées par le chagrin. Après le décès de Patricia, il s'est finalement remarié, cette fois avec Rosetta Benjamin. Les relations n'étaient pas toujours faciles, et la douleur de la perte ne s'est jamais complètement estompée. Mais Foster continuait d'avancer, montrant la même détermination qu'il avait dans le ring. Les années après les forces de l'ordre étaient plus calmes, mais pas moins significatives. Il s'est resté à Albuquerque, la ville qu'il avait façonnée depuis le début. Il n'avait pas besoin de gros titres ou d'attention. Il vivait simplement, entouré de sa famille, portant avec lui les leçons de chaque étape de sa vie. Des débuts difficiles, des sommets de champion et un travail persistant et discret. En novembre 2015, Bob Foster est mort à l'âge de 73 ans, avec sa femme Rose et sa famille à ses côtés à Albuquerque. Il a été enterré au Fairview Memorial Park. Le respect de la ville, pour lui toujours fort, après toutes ces années. La vie de Foster n'a jamais été seulement une question de ce qui se passait dans le ring. La discipline, la résilience et le courage qu'il a montré dans chaque partie de son parcours le rendaient unique, bien après que la dernière cloche ait sonné. Et quand on regarde l'histoire complète, champion, père, survivant, on commence à voir que l'impact de Foster allait bien au-delà des titres et des trophées. On voit un homme pris entre 2 mondes, inarrêtable sur le ring, mais silencieux quand le monde voulait qu'il parle. Ce paradoxe a défini son héritage. Il a combattu et gagné dans un pays construit sur la ségrégation, mais a choisi le silence en dehors des cordes, marchant sur la ligne que tant d'athlètes noirs ont dû affronter à son époque. Il devrait être mentionné aux côtés des grands, mais au lieu de cela, il est une note de bas de page. Cela en dit plus sur la mémoire de la boxe que sur son palmarès. Bob Foster s'est battu sur de nombreux fronts, à l'intérieur des cordes, contre la ségrégation et pour sa communauté. C'est ainsi qu'un champion laisse véritablement sa marque. Qu'en pensez-vous? Bob Foster est-il injustement oublié? Devrait-il être classé parmi les grands? Ou son silence lui a-t-il coûté son héritage? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour nous aider à continuer à produire du contenu comme celui-ci. À bientôt pour la prochaine.